Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission sur votre chaîne, la chaîne de El Mancio Godson. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, aussi bien dans le visible que dans l'invisible. Et toujours étant dans la nouvelle année, en début de nouvelle année, nous continuerons toujours à dire les vœux les meilleurs, et lesquels sont de ma part au nom de la vie illimitée, infinie, pure et parfaite, et de façon illimitée, infinie, pure et parfaite, l'éveil, la félicité, la santé, la prospérité et la paix. Aujourd'hui, nous allons continuer notre petite promenade. Cette petite promenade dans ce que je pourrais me permettre d'appeler la science des noms. Ben, je ne vais pas nommer ça comme ça. Je viendrai donc à ce qu'il faut pour pouvoir vous aider. Nous avons donc depuis un certain moment commencé à parler du nom comme étant votre essence identitaire qui est élevée à sa propre puissance, et que selon le nom que vous portez, vous pouvez impacter le monde invisible et le monde visible, tant qu'il y a une certaine adéquation, harmonie entre votre vibration et le nom que vous portez. Le nom est un amplificateur de votre énergie identitaire, et par conséquent, si le nom est en dissonance avec votre propre résonance, il sera vraiment difficile pour vous de pouvoir profiter de la vibration d'ouverture que votre nom vous propose ou vous donne ou devrait vous donner. Et donc, le nom que vous portez est très important. Il appelle toute votre énergie, l'énergie intérieure et l'énergie extérieure, et mobilise votre conscience à se nommer. Et parce que votre conscience se nomme et que ce nom possède une certaine symbolique, votre conscience peut émerger dans la hauteur, émerger dans la transcendance, dans l'élévation, émerger dans l'illimité. Bon, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas ce qui se fait. C'est la raison pour laquelle nous proposons des réflexions, des pistes de réflexion, même s'il y a des connaissances profondes que nous nous gardons pour le moment de partager avec vous, au risque que ces connaissances ne tombent dans les mains de fréluqués spirituels. Ce que nous proposons pour vous accompagner peut néanmoins, disons, titiller la réflexion, vous pousser plus loin, soit à faire vous-même vos recherches, soit à réfléchir par vous-même pour trouver la voie. Vous savez, la voie ne se donne pas, elle est au plus profond de vous, et mon rôle est de vous montrer que la voie est à l'intérieur de vous. Vous pouvez la trouver à tout moment. L'essentiel, c'est de faire ce retour sur soi, cette introspection, cette masturbation spirituelle, c'est de faire cet auto-érotisme-là. Vous voyez, tous les thèmes se rejoignent. C'est de pratiquer la technique de l'Ouroboros. Souvent, lorsque je m'exprime, j'utilise un vocabulaire assez fourni pour que les personnes ne se perdent point. Parce que des fois, certains mots utilisés dans une émission éditée passée, les gens peuvent se poser des questions sur la compréhension d'un mot et ne trouver ce mot expliqué que dans une autre vidéo. De toute façon, la complexité de l'enseignement métaphysique, pour la simplifier, nécessite néanmoins qu'on fasse ce que je pourrais appeler des sautes-moutons. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelque chose
qui vous aidera à choisir le nom que vous voulez porter ou à changer le nom que vous souhaiterez avoir, ou carrément à découvrir comment, par une méthode assez simple, on peut facilement avoir un nom vibrant, un nom qui interpelle aussi bien la dimension invisible que la dimension visible. En Afrique, généralement, lorsque on veut donner un nom à un enfant, on fait la consultation au monde invisible. On ne va pas arriver là pour le moment pour que, dans la méthode que je vous propose, puisque je vous proposerai une série d'approches qui vous aideront justement à comprendre que le nom peut provenir de plusieurs sources. Mais il y a une source qui n'est pas souvent explorée en matière de nom, c'est la source de la momie. Oui, c'est vrai que lorsque on dit la chose comme ça, la source de la momie, ça peut paraître assez bizarre, puisque apparemment, pour beaucoup d'égyptologues, on sait ce que c'est qu'une momie. Ce n'est pas loin d'un cadavre, mais au niveau métaphysique, au niveau hermétique, la momie, elle est complètement, dans son approche, perçue différemment. Dans la mesure où la première momie qui a été réalisée par le dieu Anubis, la première momie qui a été l'objet même de toute forme de momie, eh bien, c'est la momie d'Osiris. Et nous savons, lorsque on prend le symbole de Necker, que la momie représente le monde souterrain et en même temps la territorialité, et donc représente, disons, l'interface entre les mondes, les divinités telluriques ou chthoniennes et les divinités célestes. Et donc la momie a un principe fondamental qui la caractérise. Étant donné que ce n'est pas une émission sur la momie, je flotte sur le sujet juste pour vous donner une idée et vous montrer que toutefois, chaque fois qu'on parle de momie, on parle naturellement du dieu Osiris, puisque, comme je l'ai déjà expliqué dans certaines émissions et dans mes formations, l'acte, le comportement d'une divinité est la divinité, tout comme le verbe qu'exprime une divinité est la divinité. Par exemple, Atum est appelé le masturbateur. Il représente également la masturbation. Il représente l'auto-érotisme, qui est bien supérieur à la masturbation. Donc, c'est juste un exemple. Donc, quand on dit que le premier dieu ou la première divinité ou le premier être à être momifié est Osiris, et donc automatiquement, toute momie est forcément Osiris. Il faut le comprendre de cette manière parce que l'acte posé par la divinité est la divinité. C'est ainsi que l'équilibre se fait entre ce que nous appelons l'être, l'agir de l'être, le verbe de l'être et l'avoir de l'être. Alors, donc, qu'est-ce que la momie? La momie, c'est le squelette, tout simplement. Il faut le réaliser de cette manière. Je l'ai expliqué dans le cours sur la formation sur l'auto-érotisme. Comme je le dis souvent à beaucoup de personnes, il ne faut pas se fier au titre que je donne à un cours, bien que le titre soit un titre connu dans le linguistique du mot. Il faut aller au-delà de cette linguistique-là et comprendre que, en fait, je parle des choses beaucoup plus profondes. Par exemple, dans l'auto-érotisme, j'aborde la question de la momie, par exemple. Et pourtant, on va se demander, mais qu'est-ce que la momie vient avoir comme place au sein d'un cours comme l'auto-érotisme? Et pourtant, c'est vrai, dans la mesure où la momie parle justement du corps physique. Et donc, la momie est un aspect du corps physique, c'est un principe du corps physique. Et on ne peut pas parler de l'auto-érotisme qui fait interpeller le corps physique et son utilisation. On ne peut pas faire appel au corps physique sans appeler la momie. Vous voyez, donc, il est important de suivre certains cours pour approfondir sa connaissance. Donc, de façon simple, la momie, c'est le squelette. Tout simplement, c'est le squelette. Dans les traditions font, puisque ces traditions-là ont gardé encore une certaine originalité, il faut le reconnaître, et surtout les traditions Yoruba également, on retrouve ce qu'on appelle souvent le clouvitor, c'est-à-dire le squelette ambulant, le squelette qui se promène en quelque sorte. Et
un autre nom lui est souvent donné. On parle de l'Egun. Donc, on peut dire que c'est la science de, disons carrément que c'est égunologie, c'est-à-dire la science de Egun. L'égunologie, c'est la science de l'Egun, c'est la science qui fait l'étude, en quelque sorte, dans cette langue-là, de la momie ou de l'Egun. Et donc, quand vous voyez le Egungun qui se promène, en fait, c'est le squelette, tout simplement. Et le Egun ou l'Egun représente la momie, l'Egun représente Osiris. Voilà. Donc, c'est déjà clair et c'est-à-dire. Donc, l'une des façons d'obtenir un nom, c'est-à-dire le nom que vous voulez porter, ou l'une des façons d'obtenir le nom qu'un enfant va porter, l'une des façons d'obtenir le nom qu'une société va porter ou qu'un élément particulier, un immeuble ou toute autre chose va porter, eh bien, c'est d'aller demander à l'Egun, c'est d'aller demander à la momie. Donc, on peut questionner la momie pour obtenir de façon divinatoire un nom que l'on peut porter. Je donne cette technique-là parce que, vous savez, je sais qu'au Bénin, par exemple, et dans les pays dits Yoruba, on a beaucoup d'événements et d'événementiels liés donc à l'Egun, où on fait les sorties de l'Egun de façon périodique, encore qu'aujourd'hui, il faut être sûr que nous avons ce qu'on pourrait appeler les Egun véritables. Donc, quand on a les Egun véritables, il faut choisir parmi les Egun, même si les Egun ne sont pas dans la temporalité, il faut choisir parmi les Egun les plus anciens Egun. Parce que, quoi qu'on dise, même les divinités ont besoin d'expérience. Il faut choisir donc parmi les Egun les plus âgés ou les plus vieux. Je le répète, même si le temps n'est pas de la dimension de l'Egun. Alors, c'est à cet Egun-là que l'on va justement s'adresser. Et donc, on vous demandera forcément de faire ce que j'appelle une purification et ensuite de faire un rituel d'approche de l'Egun, parce qu'on ne s'approche pas de l'Egun n'importe comment, c'est tout à fait normal, parce que s'approcher de la momie nécessite d'abord la purification et ensuite cela nécessite que vous ayez une procédure ou un process qui vous permette justement de respecter ce que j'appelle, disons, le code de l'Egun, afin que, en partant de chez l'Egun, vous ne partiez pas avec en griffe ce qu'on pourrait appeler une distorsion énergétique, c'est-à-dire une malédiction. En fait, une malédiction, ce n'est qu'une distorsion énergétique, c'est-à-dire qu'une énergie inexploitable de façon bénéfique, une énergie distordue. Voilà. Et donc, de façon simple, on peut, si vous le souhaitez, si vous faites partie de ces pays-là où on remarque la présence des Egun, eh bien, c'est tout à fait simple. Vous n'avez qu'à décider d'aller rencontrer ceux qui sont les prêtres des Egun et donc de faire certains sacrifices en étant bien sûr que vous êtes au bon endroit, il faut le préciser. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là pour le moment, mais vous comprenez déjà ce que je veux dire. En étant sûr que vous êtes au bon endroit, et à partir de ce moment-là, on vous fait donc des rituels, si vous voulez, de purification. Vous pouvez les faire vous-même, et ensuite, on vous autorise à demander un nom à l'Egun. Donc, il faut savoir que si vous voulez demander à un Egun de vous donner un nom, vous devez pouvoir lui fournir une raison. C'est-à-dire que vous devez pouvoir lui expliquer la raison pour laquelle vous venez à lui. Et donc, la raison pour laquelle vous souhaiterez avoir un nom. Parce que l'Egun est en quelque sorte un intermédiaire entre, disons, entre deux mondes. D'accord? Il se trouve dans ce qu'on pourrait appeler le borderland, entre ce qu'on pourrait appeler le monde intermédiaire. D'accord? Donc, dans ce borderland-là, le Egun peut faire partie des informations de l'invisible vers le visible et du visible vers l'invisible. Et donc, il occupe, quoi qu'on dise, une position divinatoire. Ok? Et donc, vous devez pouvoir être précis dans votre demande. Et quand vous approchez l'Egun, vous devez être précis parce que c'est de la précision de votre demande que l'Egun vous répond. Et quand il vous répond, il vous donne un nom. Et ça peut être un nom pour vous-même,
comme ça peut être un nom pour votre enfant, un nom pour une société, un nom pour une maison, un nom pour ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de savoir que le nom que l'Egun vous donne est un nom hautement vibrant dans la mesure où ce nom correspond à une symbolique. Et cette symbolique-là, c'est la momie qui en est la passerelle. Puisque c'est de la symbolique, d'accord, que la momie a édité le nom. Voyez-vous, c'est pour cette raison que quand vous vous fournissez à la momie l'information, ce que j'appelle la demande, et que la momie comprend, ou l'Egun comprend votre demande, et que l'Egun sait, puisque l'Egun également fait partie, comme je l'ai dit, de la divination, donc la connaissance du passé, du présent et du futur, eh bien, l'Egun peut vous donner un nom. Très peu de gens connaissent cette technique-là. Je vous assure, très peu de gens connaissent cette technique. Autrement, vous allez voir que beaucoup de personnes s'aligneraient justement devant les maisons des Egun, je suis désolé de dire authentiques, pour pouvoir demander un nom. Parce que effectivement, ce secret est tellement si bien gardé que les gens ne savent pas qu'il est possible d'aller obtenir le nom, non pas d'un film de série feuilleton, mais on peut obtenir le nom en allant vers les Egun ou vers un Egun qui donne un nom. Et quand vous lui dites ce que vous voulez, quand vous lui dites de quoi il est question, le Egun le sait. Et l'Egun vous répond et vous donne un nom. Vous voyez, c'est important de le savoir. Et donc, on peut obtenir un nom vibratoirement élevé à partir donc de cette divinité-là, puisque c'est une divinité, hein. La momie est une divinité, d'accord? La momie représente Osiris, donc c'est une divinité. C'est l'Egun, c'est le squelette. Et le squelette a un code. Hein? Le squelette a un code dans la tradition mystique africaine. Et le code du squelette est très bien connu, puisque ce code du squelette, c'est également le code d'Osiris. Il faut le savoir comme ça, c'est le code d'Osiris. Et ça permet à l'individu, lorsqu'il maîtrise le code du squelette, de pouvoir faire jouer le rôle véritable qui lui convient. Je vais vous donner une petite idée de ce qui s'est passé avec les Occidentaux quand ils ont, enfin, avec les Lecodèmes, les autres, quand ils ont découvert, disons, l'Égypte. Ils ont compris qu'ils avaient déjà compris en quelque sorte que le squelette est la momie, d'accord? Et que d'une certaine manière, on peut indexer l'Egun comme étant le squelette, mais comme étant la momie. Et donc, ils ont compris cela d'une certaine manière. C'est pourquoi vous allez voir les représentations médiévales de l'ange de la mort. C'est toujours, la plupart du temps, un squelette, d'accord? Un squelette avec une faux entre les mains. Encore que la faux, je l'ai déjà expliqué dans mon livre, Livre des morts. Et donc, une faux qui a une signification spécifique. Et donc, le squelette qui représente en fait toujours la momie. Et ce squelette représente également Anubis, si vous voulez. Mais ce n'est qu'un autre visage, en quelque sorte, de Osiris. Parce qu'on connaît un peu l'histoire d'Anubis, ou de Inpu. On connaît un peu son histoire, donc on sait que d'une certaine manière, selon certaines légendes, eh bien, c'est également l'enfant d'Osiris. Alors, donc, quand vous prenez toutes les légendes africaines et que vous faites des comparaisons, vous vous retrouvez toujours au fait que le squelette qui représente d'une certaine manière la momie représente également Osiris, même si les gens l'ont transféré également à l'ange de la mort ou l'ont transféré donc à Anubis, on se rend compte que d'une certaine manière, la symbolique du squelette est là, la symbolique de la momie est là, et que toujours Osiris transparaît dans les informations. Et donc, les trois états fondamentaux d'Osiris, à savoir Osiris momifié, Osiris Horus et Osiris le transcendant, qui sont ces trois états, peuvent justement se retrouver facilement, puisque dans Osiris momifié, on retrouve Osiris le squelette. Et ce squelette-là sera donc un élément important lorsqu'on va étudier même la christologie pour voir la résurrection de Jésus. On se rend compte que c'est toujours un peu le squelette qui est interpellé. Vous voyez, puisque c'est un squelette, enfin, c'est quelqu'un qui est mort, qui revient à la vie, tout comme la résurrection d'Osiris.
qui en fait est Osiris mort ressuscité. Mais Osiris mort ressuscité dans le panthéon africain ne veut pas dire qu'il n'y a plus de momie. Non, Osiris est toujours éternellement momifié. Vous voyez, il est toujours éternellement momifié, bien qu'il soit ressuscité. Il faut comprendre que même si certaines pensées ne comprennent pas cette approche africaine de la connaissance des choses, où deux choses opposées peuvent exister dans la même réalité simultanément, si d'autres pensées ne comprennent pas ça, eh bien, la pensée africaine comprend parfaitement cela. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos où on voit parfaitement le dieu Seth défendre l'Égypte contre Apopis, et au même moment, le dieu Seth veut avoir le pouvoir intrinsèque et diriger donc l'Égypte. Donc, cette contradiction apparente là sera réelle pour des personnes qui aiment la logique cartésienne ou la logique gréco-romaine, mais pour l'Africain, nous comprenons que le tout étant le tout s'intègre parfaitement au tout. Tout est à comprendre dans les différents rôles attribués à chaque chose. Et donc, il ne s'agit que des rôles, mais ce ne sont pas des absolus. Il n'y a pas de mal absolu, il n'y a pas de bien absolu. Ce sont des imbécilités, ça. Et ça, il faut que vous commenciez à le comprendre. Il n'y a pas deux pôles opposés absolus. Il n'y a pas de lutte absolue du bien contre le mal absolu, ça n'existe pas. Okay? Il faut revenir à ce qui est la science authentique. Et dans cette science authentique-là, on retrouve justement au cœur de ce dont je suis en train de parler, qui est donc la momie ou le squelette. Donc l'égoun, ce n'est que la momie qui danse, hein. La momie danse, et ce n'est pas seulement de la danse, c'est de la géométrie. Il faut comprendre que lorsque l'égoun danse, la danse, c'est un mouvement, c'est une circulation énergétique, c'est du dessin, c'est de la géométrie. Et quand on parle de la géométrie, on parle de l'art, on parle de la beauté. Et donc, tout cela, ça se dégage de l'égoun. Et c'est à travers sa danse, c'est-à-dire sa géométrie. Voilà, l'égoun fait de la géométrie. Et donc, c'est à travers la géométrie de l'égoun qu'on peut connecter le monde invisible et le monde visible. Et c'est l'enseignement que l'égoun vient donner à travers la danse, à travers un certain nombre de choses extraordinaires, à travers un certain nombre de géométries sportives qu'on peut voir à tous les niveaux. Mais voyez au-delà de la danse, c'est de la vibration. Et la vibration, exactement, c'est de la géométrie. Voilà. C'est de la géométrie sacrée, tout simplement. Donc, on peut, pour résumer, je ne vais pas m'éloigner du sujet, on peut tout simplement, si vous voulez obtenir un nom vibrant, un nom qui soit porteur et qui impacte, un nom qui vous ouvre des opportunités, un nom qui, lorsque les gens prononcent ce nom permet à votre énergie d'ouvrir des portes et de réussir, ou de vous permettre de réussir dans la vie, je vous propose plusieurs méthodes. L'une des méthodes, c'est d'aller tout simplement consulter le Egun et de lui demander, en lui posant précisément la question, de lui demander justement l'obtention d'un nom. Et si l'Egun vous donne un nom selon la question que vous avez posée, parce que c'est la question qui est importante, c'est la demande qui justifie le nom, vous verrez que lorsque vous obtiendrez le nom que l'Egun va vous donner et que vous le porterez ou que vous le ferez porter à quelque chose de particulier, la chose ne pourra que fleurir, puisque c'est l'énergie de la momie de Osiris qui nourrit toutes les divinités. Je dis bien, c'est la momie d'Osiris qui nourrit toutes les divinités. Ça là, il faut le garder à l'esprit. Bon, c'est un peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Toujours en ce qui concerne le nom, voilà les astuces que je vous donne pour les gens qui résident dans les pays où on retrouve des Egun. Vous avez la possibilité de réaliser cela si c'est ce que vous souhaitez. Je vous remercie et je vous retrouve à une prochaine édition de notre émission. Que les bénédictions soient. Paix à vous.